Bonjour à toutes et tous. Pour commencer, je voulais déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au précédent One Week, One Movie. On est à peu près aux abords des 100 pour les 2 premiers, donc ça fait super plaisir. Je prends tous vos retours en considération, que ce soit sur les commentaires ou par Twitter, etc. J'essaye de faire évoluer, notamment la forme, que j'essaye d'être la plus qualitative possible. Du coup, j'ai voulu vous faire un point rapide sur l'évolution depuis un mois que maintenant je fais ça. Et j'ai aussi une question à vous poser, mais ça ce sera plutôt en fin de vidéo. Au départ, quand j'ai lancé One Week, One Movie, je souhaitais faire des sorties de critiques, entre guillemets, du moins d'avis sur les films, au plus proche des sorties ciné. Pour que, voilà, pour moi, une critique qui arrive 15 jours après la sortie du film au cinéma, ça n'a plus forcément d'intérêt. On est déjà passé à autre chose. Donc je voulais le faire au plus proche. Malheureusement, en termes de timing, ça s'avère être un peu court. Le temps d'écrire, déjà de voir le film, parce que là je peux le faire le mercredi matin, mais ça ne va pas durer normalement. Donc ça va pousser au mercredi soir, après il faut écrire, après il faut tourner, après il faut monter, etc. Donc pour sortir au plus près, j'étais parti sur le jeudi soir, mais au final ça va faire trop juste. Donc j'ai décidé pour cela de décaler au final les sorties et de les repousser au samedi à 18 h après les sorties des films. Ça reste 2-3 jours après. Moi, ça me laisse le temps de voir le film, de le digérer aussi, parce que écrire et tourner dans la foulée, on n'a pas forcément le temps de digérer et de repenser au film et du coup en ressortir plus de contenu. Donc voilà, donc maintenant les sorties, ce sera comme aujourd'hui, le samedi à 18 h. Si vous avez quelques remarques par rapport à ça, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire part. Le but de tout ça, c'est de vous proposer quelque chose de qualité, comme cette nouvelle introduction que je mets en place et qui sera maintenant sur toutes les vidéos. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Place maintenant au film. Bonne séance. Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle? La préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme. Cher Monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des Voyageurs du Temps. Concernant l'époque, vous avez une idée? Le 16 mai 74. Bonjour Monsieur Drummond. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup. Viens, allez, viens, baisse un peu la lumière. 2 ans seulement après Monsieur et Madame Adelman, Nicolas Bedos revient cette année avec La Belle Époque, avec entre autres Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Doria Tillier, Guillaume Canet. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, j'avais beaucoup aimé déjà Monsieur et Madame Adelman, j'aime énormément La Belle Époque. Ce film est superbe, que ce soit dans sa réalisation, dans son interprétation, dans ses dialogues, son jeu du vrai et du faux, bref, foncez voir ce film. Bedos avait dit en interview, lors de sa présentation du film à Cannes, qu'il était encore enivré de ce film. Je vous cache pas que moi, après quelques jours, je suis toujours enivré de ce film aussi. Il m'a emporté, il m'a ému, il m'a amusé, il m'a fait rêver. Bref, bravo Nicolas Bedos, j'en aurais bien repris 1 heure de plus. Pour le pitch, La Belle Époque nous raconte l'histoire de Victor, sexagénaire dépassé que ce soit dans sa relation avec sa femme, celle avec son fils, avec la technologie. Bref, Victor est clairement un nostalgique et est totalement réfractaire au changement. Là où sa femme l'a totalement embrassé. On voit cette scène dans la bande-annonce où elle est avec son casque de réalité virtuelle alors que lui a un livre, et en plus il s'ensuit un échange assez savoureux derrière. Bref, le Victor est totalement dépressif. Suite à une dispute justement avec sa femme jouée par Fanny Ardant, qui le met dehors, il se retrouve à participer à une expérience assez unique, celle de revivre un moment de sa vie, revivre son meilleur souvenir, le jour de la rencontre avec sa femme. Et pour cela, pas de voyage dans le temps, à proprement parler, mais grâce aux effets pratiques normalement dédié au cinéma, le concepteur de cette expérience, qui est joué par Guillaume Canet, va reconstituer et mettre en scène les souvenirs de Victor grâce à des décors, des acteurs dont Doria Tillier qui va jouer sa femme jeune. Et en fait, qu'est-ce que c'est La Belle Époque? La Belle Époque, c'est plusieurs histoires d'amour qui s'entremêlent. Il y a celle entre Victor et sa femme, donc jouée par Fanny Ardant, qui est sur le déclin, dont les échanges sont assez durs, même très très durs, à tel point que pour la plus grosse dispute du film, celle dont je vous parlais plus tôt, elle lui reproche en partie, et je la cite, d'être vivant depuis trop longtemps. Ça fait un peu mal. Il y a l'histoire entre Victor et Margot, donc qui est jouée par Doria Tillier, qui joue donc dans l'expérience à laquelle il participe sa femme jeune, donc Fanny Ardant jeune, j'espère que vous arrivez à suivre,
et dont il tombe un peu amoureux aussi. Mais la question c'est est-ce qu'il tombe amoureux de Margot, donc la vraie personne et non pas celle qu'elle interprète, ou est-ce que justement il tombe amoureux de sa femme, ou il retombe amoureux de sa femme, ou du moins le souvenir qu'il en a quand elle était jeune. Car le film montre aussi cet effet de la mémoire. En fait, nos souvenirs ne sont qu'une version améliorée de la réalité. C'est jamais, c'est biaisé un souvenir, toujours, de par le point de vue qu'on en a. Et c'est là tout le travail de Guillaume Canet dans le film. Il est là pour pas forcément reproduire le réel de ce qui s'est vraiment passé, mais bien mettre en scène les souvenirs de Victor. On a aussi l'histoire d'amour entre Margot et Guillaume Canet, donc le réalisateur de l'expérience, qui, je trouve, peut s'apparenter à la relation entre Doria Tillier et Nicolas Bedos, en fait. En fait, dans le personnage de Guillaume Canet, j'ai pas pu m'empêcher d'y voir Nicolas Bedos. Pour moi, c'est une transposition. Alors, il y a sûrement un petit peu de Guillaume Canet, il y a sûrement un peu d'écriture, mais pour moi, c'est un petit peu le personnage de Bedos, du moins ce qu'on en connaît. Il a cette faculté de passer de la colère pour ensuite s'excuser, et juste après se remettre en colère et presque à humilier la personne à qui il parle, en partant dans des envolées lyriques comme il sait le faire, et pour au final, tout de suite après, se réexcuser. Moi, j'y ai vu Bedos, et j'y ai vu la relation qu'il peut y avoir assez explosive et forte entre Doria Tillier et donc Nicolas Bedos. Et pour finir, La Belle Époque, c'est aussi un petit peu l'histoire d'amour entre Nicolas Bedos et le cinéma d'effets pratiques en particulier. Car oui, le film est un réel hommage au cinéma et aux effets pratiques. Le film en déborde et il les montre. C'est une sorte de mise en abîme en fait. On suit le réalisateur, donc Guillaume Canet, qui met en scène des acteurs, qui donne des instructions à des techniciens, le tout en une seule prise parce que pour le personnage de Victor qui lui vit l'expérience, il ne peut pas y avoir des coupés on la refait parce que sinon l'immersion elle se perd. J'en profite pour passer à la réalisation qui est très bien pensée. Il y a des scènes que je trouve juste parfaites, notamment une qui est un dialogue entre plusieurs personnages mais qui ne sont pas ensemble. Je m'explique. Il y a ce café qu'on a tous vu dans la bande-annonce et il y a Margot qui joue la femme de Victor jeune, qui est assise en face de Victor, donc elle a la salle du bar dans le dos, Victor lui il est assis, il a le mur dans le dos avec un miroir derrière lui. Ils échangent, derrière ce miroir, qui est en fait un miroir sans teint, il y a Guillaume Canet, donc le réalisateur, qui lui parle dans une oreillette à Margot, et qui lui reproche des choses ou qui s'excuse, bref il y a un dialogue qui s'installe entre Margot et Guillaume Canet. Et j'ai pas pu m'empêcher de voir une strate différente, comme je vous le disais, par rapport à la relation Tillier-Bedos. Moi, je vois aussi Doria Tillier parler à Nicolas Bedos à travers cette scène, qui, lui, est derrière la caméra et qu'on ne voit pas forcément. En fait, il y a un échange où Doria Tillier, donc Margot, le personnage, parle à Victor, elle parle à Guillaume Canet, et Doria Tillier parle à Nicolas Bedos. Elle parle à ces trois personnages en même temps, ces trois personnes en même temps, là où eux, ils pensent être seuls à chaque fois. Enfin, du moins, c'est comme ça que je l'ai senti. Et je trouve cette scène très bien gérée, rien que dans les jeux de regard qu'elle peut lancer, entre les regards qu'elle lance à Victor, les regards qu'elle lance à Guillaume Canet à travers le miroir sans teint. Il n'y a pas de regard caméra, j'étais presque à l'attendre, en fait, ce regard caméra, pour vraiment que ce soit limpide sur le message qu'elle laissé derrière. Mais j'ai trouvé cette scène super bien réalisée. Dans la mise en scène, il y a aussi cette volonté de vouloir montrer l'envers du décor. Quand Victor rentre dans les décors qui ont été montés spécialement pour lui et pour reproduire son souvenir, on voit les projecteurs, il y a un moment on voit même la poursuite quand Margot rentre dans la pièce et que du coup il faut la suivre pour que Victor ait bien le regard sur elle. Même au niveau de la musique, pendant les scènes de reconstitution, la musique elle est ce qu'on appelle diégétique. Diégétique, pour le faire très rapidement, c'est quand le spectateur et le ou les personnages entendent la même musique. Par exemple, si on prend Les Gardiens de la Galaxie, quand Peter Quill écoute son Walkman, il a les chansons que nous on entend, mais lui aussi les entend. C'est ce qu'on appelle de la musique diégétique. A l'inverse, il y a la musique extra-diégétique, c'est la musique que nous on entend, mais pas du tout le personnage, notamment sur des grandes scènes d'action, où on a les envolées symphoniques qui se lancent. Là par exemple, il n'y a que nous qui l'entendons. Le personnage, les personnages n'entendent pas la musique, il n'y a que nous, ça c'est extra-diégétique. Concernant le casting, déjà, merci à Nicolas Bedos de m'avoir fait aimer Fanny Ardant. J'ai jamais été un grand fan de Fanny Ardant, parce que c'est dans son parler, dans sa façon de parler, dans sa diction, et dans ce côté très, très raide, j'ai toujours trouvé un peu au-dessus, mais du moins c'est l'impression qu'elle donnait. Mais là, il la désacralise complètement, notamment pendant la scène de dispute dont je vous parlais plus tôt.
Il y a une scène, moi, je vais pas vous la raconter, mais moi, elle m'a mis sur les fesses, on va dire, pour rester poli. Et en plus, je l'ai trouvée plutôt attachante en femme qui ne supporte plus son mari, pour les défauts que je vous ai exposés plus tôt, mais au final, elle ne se supporte plus vraiment non plus. Daniel Auteuil, il est juste parfait, que ce soit dans son rôle au départ de dépressif, barbu, blasé de tout, mais au final très attachant, que dans son rôle de vieux jeune, parce que du coup, il retourne dans les années 70, donc il s'habille comme dans les années 70, il se rase, il se coiffe, il se fait beau, il a envie de séduire, il a envie de profiter aussi de retrouver cette vie des années 70, il le fait très bien. Son personnage en plus, il est intéressant parce que là où il aurait pu tomber dans le travers de jouer à fond la reconstitution, quitte à faire un jeu de rôle en fait, et du coup il est à fond dans son personnage de Victor de 25 ans, il n'en sort pas. En fait, il reste ce Victor de 60, 65, 70 ans qui pointe les défauts du doigt en disant là, à ce moment-là, elle a pas dit ça, en fait, c'est pas ça qu'elle a dit, là, c'est pas ça qu'elle buvait, à ce moment-là, il pleuvait, pardon. Et en fait, ça permet de créer ce décalage entre la réalité, donc le personnage de Victor qui est réel, qui a 65 ans et qui lui est bien réel, et toute la fiction autour de lui qui, du coup, c'est du faux. Et comme il le dit bien dans le film, on a beau savoir que c'est faux, ça n'est pas désagréable. Et c'est un petit peu tout ce qu'est le cinéma en fait. J'ai trouvé aussi Doria Tillier très bonne, elle est attachante et elle a un vrai parcours dans le film. C'est pas juste l'actrice qui doit jouer Fanny Ardant jeune. Elle a des vrais enjeux personnels. En plus, ça ne se laisse pas faire, elle a du caractère, elle est aussi très drôle. Et elle confirme que la Miss Météo, elle l'avait déjà fait avec Monsieur et Madame Adelman, mais que la Miss Météo de Canal+, au final, elle est très loin. J'espère juste pour elle qu'elle va réussir à sortir et à s'émanciper un petit peu de Nicolas Bedos, qu'on n'ait pas l'impression qu'il n'y ait que lui qui la fasse tourner. Même si c'est pas le cas, on la voit surtout pour les films de Nicolas Bedos. Pour finir, Canet, toujours très bien. Comme je disais, moi je trouve qu'il y a beaucoup de Bedos, après il y a sûrement un peu de Canet, il y a sûrement un peu d'écriture qui n'est ni l'un ni l'autre. Mais il a l'avantage, avec sa tête de Guillaume Canet, on lui pardonne peut-être plus de choses au personnage, je parle, qu'on aurait pardonné si c'était Nicolas Bedos qui l'avait joué. Après, le personnage en lui-même, je ne l'ai pas trouvé si attachant que ça, et même plutôt désagréable en fait. Passons maintenant aux quelques défauts que j'ai pu trouver au film, qui sont pas énormissimes, mais je trouvais qu'il était intéressant quand même d'en parler. Il y a Pierre Arditi dans le film, qui est très juste et qui joue super bien comme d'habitude, mais j'ai pas compris son personnage, j'ai pas compris l'intérêt qu'il avait dans l'histoire, j'ai même pas vraiment compris qui c'était en fait, et du coup j'étais un peu perdu face à ce personnage et je comprends pas ce qu'il fait là. La deuxième chose, c'est qu'il est fait, souvent dans le film, allusion au coût qu'a cette expérience, au coût financier je parle, mais il est jamais donné de chiffres. On comprend que c'est très important, que ça coûte très cher, en même temps c'est normal, il y a des décors, il y a des acteurs, il y a des techniciens, etc. Il y a beaucoup de choses donc à payer, mais c'est jamais vraiment donné. Alors après, est-ce qu'ils n'ont pas su le chiffrer, je ne sais pas. Mais il y a quand même Daniel Auteuil à un moment qui vend une maison exprès, enfin qui se fait faire une avance sur son salaire, plus il vend une maison à Biarritz. J'imagine que c'est pas une petite maison. Et en plus, ce détail, à un moment, sa femme l'apprend, parce qu'il n'avait pas prévenu sa femme avant de vendre la maison. Et du coup, alors la maison, il l'a vendue en 2-2. Et en plus, Fanny Ardant réagit pas plus que ça. Donc j'imagine que normalement, entre guillemets, je pense que quelqu'un réagirait un petit peu plus sévèrement si elle apprend qu'on a vendu sa maison. Et enfin, je trouve, après c'est très personnel, qu'il y a une trop grande place faite au cannabis dans ce film. Alors après, il y a toute une histoire au niveau de la reconstitution des années 70. Personnellement, j'y étais pas, donc je me rends pas compte à quel point ça pouvait être important et qu'il y avait tant de monde qui fumait que ça dans les années 70. Enfin, on est quand même à un moment où on est littéralement sur une moquette de bœuf, donc fumer la moquette, tout ça. Donc, si c'est de la reconstitution, ok, je suis prêt à passer ça. Par contre, faire en sorte que Daniel Auteuil, du haut de ses 65-70 ans, aille se coucher avec Fanny Ardant, avec un petit pétard dans la poche du pyjama, le pyjama de papy là, et que voilà, il propose de se faire un joint, je trouvais pas nécessaire de rajouter ça au personnage, qu'il en ait fumé dans sa jeunesse, entre 20 et 25 ans, là-dessus il n'y a aucun souci, mais je vois pas ce que ça apporte au personnage qui fume encore en finale à 65 ans du cannabis. Mais sinon, pour le reste, c'est du 100% plaisir, on a envie de rester et on aurait presque envie en fait de participer à ça, c'est un jeu de rôle grandeur nature, surtout que là, Victor choisit lui de revivre un souvenir personnel,
mais le film montre bien qu'on peut revivre en finale ce qu'on veut. C'est une grosse entreprise de jeux de rôle et qui te donne les moyens, si tu les as, financiers, de réaliser le scénario de ton choix. Tu peux être dans une salle de réunion avec des nazis, tu peux être en train de boire des coups avec quelqu'un de l'histoire, enfin tu peux faire en fait ce que tu veux. Je trouve d'ailleurs que le film va quasiment pas jusqu'au bout, parce qu'il pourrait proposer des choses bien avant ou même bien après, parce que si on peut refaire des scènes entre guillemets historiques, pourquoi pas faire des scènes, on va dire, dans le futur. Voilà, le film il propose pas beaucoup de choses, il montre que c'est possible et que cette entreprise le fait, mais pour moi il va pas forcément au bout, mais c'est quand même très agréable à regarder et c'est très intéressant. On se dit que quand on est un peu fan de jeux, etc., et notamment de jeux de rôle, ça pourrait être très sympa à faire, mais là c'est voilà, on sent qu'il faut des moyens. Donc voilà, La Belle Époque, c'est 100% oui, je vous conseille fortement d'y aller. Pour moi, il fera sans doute partie de mes films de l'année. D'ailleurs, je vous avais parlé que j'avais une question à vous poser, et c'est par rapport à ça. Est-ce que ça vous intéresserait, vu que la fin de l'année arrive à grands pas, même s'il y a beaucoup de choses qui arrivent encore au cinéma, est-ce que ça vous intéresserait que pour la fin 2019 ou le début 2020, on va dire, je vous fasse un top 5, flop 5 des films de l'année? J'en ai un en tête qui est arrivé récemment, par exemple dans les flops, il a une bonne place, Midway, honnêtement je vous le conseille pas, c'est pas bon du tout, n'allez pas donner de l'argent, c'est pas bon. Voilà, très clairement, Midway c'est pas bon, mais voilà, je pensais à ça, je sais que c'est un format qui marche plutôt bien en général, et puis qui peut susciter derrière un débat sur les classements. Après les classements c'est personnel, hein. Chacun voit, c'est l'avantage du cinéma, c'est que chacun y prend un petit peu ce qu'il veut, mais voilà, c'est une idée que j'ai eue, qui n'a rien de révolutionnaire, attention, mais si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de le mettre en place. C'est pas parce que vous me dites oui que je le ferai, c'est pas parce que vous me dites non que je le ferai pas, c'est juste j'essaye de prendre un petit peu la température. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir regardé une fois de plus cette vidéo. Si vous avez aimé ce que je vous ai proposé une fois de plus, le pouce en l'air et un commentaire sur le fond, sur le film, sur la forme, n'hésitez pas. Je vous cache pas, ça aide au référencement sur YouTube et en plus moi ça me permet d'interagir avec vous et ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Je sors à peu près une vidéo par jour parce qu'il y a les VOD des streams que je fais sur Twitch, donc là qui arrive quasiment tous les jours à 18 h. Mais du coup vous serez aussi prévenu quand je sors une critique, mais partez du principe que ce sera tous les samedis maintenant à 18 h. Si vous souhaitez me retrouver sur les réseaux sociaux, eh bien il n'y a rien de plus simple. C'est écrit là, Nathan Gouzien, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch, et là vous me retrouverez. Enfin, si vous souhaitez faire connaître cette vidéo ou le contenu que je propose sur cette chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux. Moi j'essaye de faire mon maximum de mon côté, mais au final le bouche à oreille, ça va venir de vous, et c'est vous qui avez ça entre vos mains. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, allez au ciné, allez voir La Belle Époque, honnêtement je vous le conseille fortement. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne séance. Ciao. Margot, t'as couché avec lui en fait? Je peux plus, je sais pas ce qui va se passer, mais vivez-le à fond. Merde! Putain, je parle comme une chanson.